Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'avenir de notre douce France sur 3 points essentiels. Bien sûr, l'immobilier, ça y est, les prix baissent de plus en plus. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que ça va durer? Également, la récession qui est en train de s'installer. Il y a quelques temps, c'était une prévision. Là, c'est en train, malheureusement, de devenir une réalité assez douloureuse. Et puis, bien sûr, les déficits. Le déficit extérieur vient de sortir aujourd'hui en France sur le mois de septembre. Une catastrophe économique, un nouveau record absolu. Donc, ce sont les 3 points essentiels. Donc avec cette question, où va la France? Comment allons-nous nous en sortir? Peut-on évidemment s'en sortir? Et dans quel état? C'est ça la vraie question. Évidemment, toujours avec des graphiques réalisés sans trucage. Alors attention, des graphiques un petit peu durs à supporter, donc les âmes sensibles, je préfère vous prévenir à l'avance. Mais enfin, on va expliquer tout ça avec là aussi, encore une fois, l'importance de dire la vérité et d'arrêter les dénis de réalité, d'arrêter de masquer cette réalité. Alors on y va tout de suite avec ce premier graphique. Les chiffres viennent de sortir aujourd'hui même. C'est le déficit commercial français. Nous avons atteint un nouveau record, même un triple record, j'ai envie de dire. Voilà le chiffre, voilà le graphique assez horrible finalement. Donc déjà, on a battu un record sur un mois. 17,5 milliards d'euros de déficit commercial. Sur 3 mois, plus de 47 milliards d'euros de déficit. Et bien sûr, sur un an, vous voyez, 149,9 milliards d'euros, quasiment 150 milliards d'euros de déficit. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Alors on le voit ici, hein, donc cet effondrement. Donc la courbe bleue, c'est le niveau mensuel. Les bâtonnets rouges, c'est évidemment le cumul sur 12 mois. Et on voit que c'est en train de s'effondrer. Vous voyez, chaque mois, je vous ai présenté ce graphique depuis plusieurs mois en vous disant attention, ça va s'aggraver. On me dit mais non, c'est pas possible, l'euro baisse, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là aussi, c'est ce qu'on appelle la courbe en J. C'est vrai que certains laissent croire que parce que l'euro baisse, ça va redonner de la compétitivité à nos exportations, et donc on va pouvoir exporter davantage, donc réduire notre déficit. Alors peut-être, ça peut être possible, bien entendu, mais à court terme, il faut savoir que quand l'euro baisse, ça réduit la valeur de nos exportations et ça augmente la valeur de nos importations. Donc le premier impact, c'est un creusement du déficit. C'est ce qui est en train de s'observer aujourd'hui, et on espère qu'ensuite, le fameux J, donc ça baisse, puis ça remonte ensuite. Donc on espère qu'après, on va avoir plus de compétitivité grâce à la baisse de l'euro et qu'on va pouvoir exporter davantage. Là, il y a deux problèmes. C'est que notre premier partenaire, c'est la zone euro. Donc évidemment, il n'y aura pas tellement d'impact sur nos exportations à cause de la baisse de l'euro. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'on a une récession mondiale aujourd'hui. Et donc, on ne pourra pas avoir une flambée de nos exportations, d'autant qu'on a de plus en plus de mal à exporter. C'est ça la grande difficulté. Il n'y a plus beaucoup de produits. Bien sûr, il y a le luxe, l'agriculture, un petit peu l'aéronautique. Mais ça s'arrête là. Les biens d'équipement, les biens d'avenir, le textile, etc. Tout ça, l'automobile également, nous souffrons, nous avons des déficits chroniques. Alors, souvent, là aussi, on nous dit, oui, mais c'est à cause de l'énergie. Bien voilà, je vous ai fait un autre graphique pour voir le déficit commercial français hors énergie. Et bien là aussi, regardez, il n'y a pas photo. Nous sommes en train de battre un record historique. Voilà, alors le chiffre, c'est un petit peu moins, bien sûr, mais c'est quand même 77,2 milliards d'euros de déficit extérieur hors énergie, donc sur un an. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. Donc vous voyez que bien sûr, il y a un problème énergétique, mais ce n'est pas que cela. C'est parce qu'on n'arrive plus là aussi à exporter. Alors après, on me dit, oui, mais bon, c'est pas grave, on a le tourisme. Ok, super. Donc on va voir maintenant la balance courante, c'est-à-dire des biens et services, avec également les flux de paiement. Et donc, que voit-on? Là aussi, c'est pareil. Ce sont quasiment des records historiques. Alors, on avait fait pire pendant la période du coronavirus en 2020, mais néanmoins, regardez bien, nous avons sur un mois 7,3 milliards de déficit, donc de la balance courante, biens et services encore une fois, donc y compris avec le fameux tourisme. Et puis, sur un an, 30,1 milliards. Donc là aussi, nous avons des déficits commerciaux historiques, que ce soit sur les biens et services, donc sur la balance courante, également hors énergie. Donc, il faut arrêter encore une fois, de nous laisser croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà la réalité économique française, parce qu'évidemment, on a fait des erreurs stratégiques depuis des décennies, ça ne vient pas de commencer. On a notamment on a sacrifié notre industrie, la fameuse économie sans usine, mais voilà, on paye aujourd'hui ces difficultés, on n'a pas suffisamment innové, et nos entreprises, bien sûr, exportent, vendent à l'international, vendent des produits français à l'international, mais en les produisant depuis l'étranger. Donc ce qui fait qu'évidemment, ça n'apparaît pas dans le commerce extérieur, tout ça parce qu'on n'a pas modernisé l'économie française et que nos entreprises ne sont pas restées, non pas par manque de patriotisme, parce que ça devenait évidemment trop compliqué entre la pression fiscale, la pression réglementaire, le marché du travail extrêmement rigide, toutes les tracasseries administratives, il y en a de plus en plus malheureusement. Voilà pourquoi les entreprises ne peuvent plus produire ici. Et donc c'est ce qui fait qu'on a ces déficits chroniques qu'il faut bien sûr financer. Les 150 milliards d'euros de déficit, il faudrait les financer, ça ne va pas tomber du ciel. Donc ça va fragiliser évidemment notre économie. D'autant que, voilà, deuxième problème, on a la récession qui est en train de s'installer. Et là, c'est les chiffres qui viennent de sortir des défaillances d'entreprises. C'est assez incroyable. Alors évidemment, pendant le coronavirus, comme on avait des aides un petit peu pour tout le monde, on a même
maintenu en vie d'entreprises qu'on appelle zombies, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas continuer d'exister, mais comme on leur a donné des aides à tout le monde sans regarder, eh bien évidemment ça a coûté très cher à la puissance publique, mais on nous disait mais c'est pas grave, c'est pas cher, c'est pris en charge par la Banque centrale européenne, et voilà, donc il y a eu un record historique à la baisse des faillites d'entreprises, et bien maintenant évidemment on a la correction de tout ça, regardez bien, la flambée des faillites d'entreprises en glissement annuel, on est à quasiment 70% d'augmentation au troisième trimestre 2022, des chiffres complètement fous. Alors évidemment on part de bas c'est sûr, mais néanmoins aujourd'hui bien voilà, il faut payer toutes ces factures, on a voulu masquer la réalité et la réalité revient, on ne peut pas éviter l'inévitable. Et donc sur ce dernier indicateur avancé de l'activité, notamment les perspectives d'activité des directeurs d'achat, et bien voilà ça baisse, alors c'est vrai qu'en vert c'est dans les services, alors ça résiste encore, on est au-dessus des 50, mais dans l'industrie on est largement en deçà, donc la récession est en train de s'installer. Parallèlement, le plus important, je veux dire l'indice de confiance des ménages, on pourrait se dire, bon bah comme on aide beaucoup les Français, etc., ils vont être confiants, non. Il y a eu un petit rebond de la confiance des ménages au mois d'octobre, vous voyez qu'on est quand même quasiment sur des plus bas historiques, on n'a pas vu ça depuis donc les attentats de 2013 et malheureusement suivants, donc ce qui fait que globalement, on a cette situation où les ménages français aujourd'hui sont extrêmement inquiets, on les comprend bien entendu, puisqu'ils ont beaucoup de difficultés. Et surtout, on voit bien qu'il n'y avait pas eu de rebond de confiance après l'élection présidentielle, comme habituellement, vous voyez là, je vous mets en vert, à chaque fois qu'on a un nouveau président ou un président réélu, on a un boom de confiance. Alors des fois, ça ne dure pas très longtemps, mais néanmoins, on a un petit boom de confiance pendant les mois qui suivent l'élection. Et même avec François Hollande, ça a marché, vous voyez, comme quoi, tout est possible. Après, évidemment, ça s'est effondré. Macron 1, ça a marché, puis là, Macron 2, ça n'a pas marché. La confiance a continué de baisser, et donc évidemment, aujourd'hui, cette confiance aura des pâquerettes, ce qui veut dire qu'on a un danger sur la consommation qui a déjà commencé de baisser et ça va continuer évidemment. Vous voyez, ça c'est la consommation des ménages, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est l'indicateur avancé, donc l'indice de confiance des ménages mesuré par l'INSEE, c'est un calcul très sérieux. Donc on voit bien que la consommation des ménages va continuer de baisser. On pourrait atteindre moins 4, moins 6% de baisse de la consommation des ménages, qui est évidemment le moteur de la croissance. Tout ça pourquoi? Parce qu'évidemment, comme on a une inflation qui dérape, qui est de plus en plus forte, malgré les boucliers tarifaires, etc., eh bien les ménages n'ont pas de quoi consommer, le pouvoir d'achat baisse, et donc ils restreignent leurs autres achats, d'où cette baisse de la consommation. Et donc l'inflation, on en a déjà parlé, on ne va pas en reparler, mais c'est vrai que, eh bien, elle réaugmente, on est à 6,2% aux normes INSEE, 7,1% aux normes Eurostat, et ça va continuer. Vous voyez les prix à la production, c'est la courbe bleue ici, qui montre où va aller la courbe rouge, c'est-à-dire l'inflation. On va aller vers 9, peut-être même 10% d'inflation, malgré le bouclier tarifaire qui nous coûte une fortune, plus de 110 milliards d'euros, des mêmes mots, même, je dirais, du gouvernement. On nous dit que ça va coûter 110 milliards d'euros au bas mot, parce qu'évidemment, dans le même temps, on a une augmentation de nos déficits, et donc de notre dette publique. Et voilà, on a vu le déficit commercial tout à l'heure, autre déficit, le déficit public. Et là aussi, ben voilà, le budget a été plus ou moins voté avec le 49.3, etc. On se rend bien compte que malheureusement, on va avoir encore un nouveau creusement de notre déficit public. Alors je rappelle, pour les nostalgiques, que le dernier excédent public en France, vous voyez, c'est le petit point bleu là-bas au tout début du graphique, c'était 1974. Depuis, évidemment, que des déficits, ce qui est évidemment insupportable, j'ai envie de dire même intolérable. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir comme ça des déficits en permanence depuis 1974. Ça n'a pas de sens. Bientôt 50 ans, vous vous rendez compte, c'est quelque chose de fou. Donc ce qui veut dire que, parallèlement, quand arrive une crise, comme ici le corona, on a un déficit public à 9,1% du PIB. Après, ça se réduit, mais pas énorme. Vous voyez, mais encore cette année, on sera autour des 5%. Et pour 2023, eh bien ça y est, ça repart à la hausse. On aura autour des 6%, voire même plus de déficit public. Et donc, la dette publique va continuer d'augmenter. On sera bientôt autour des 120%. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'évidemment, ce quoi qu'il en coûte maintenant, il coûte cher puisque la BCE ne peut plus maintenir sa planche à billets et donc les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, en train de déraper. Alors là, c'est vrai que parfois ça rebaisse un petit peu, mais on est quand même maintenant, il y a on va dire une nouvelle étape. On est autour des 3% de taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Je rappelle qu'on était encore négatif il y a quelques mois. Et cette flambée, c'est du jamais vu. C'est le krach obligataire le plus grave depuis 1986-87. Donc ça a un coût évidemment pour l'économie, un coût pour les finances publiques. Ça va générer une augmentation de l'ordre de 100 à 120 milliards d'euros de coûts supplémentaires de charges d'intérêt de la dette. Alors, certes, sur 10 ans, mais ça fait quand même 12 milliards d'euros en moyenne chaque année, encore, si on s'arrête à 3%. Mais malheureusement, on va continuer. Pourquoi va-t-on continuer? Parce que, évidemment, les taux d'intérêt des obligations d'État, ils reflètent deux choses. Alors, bien sûr, la croissance qui n'est pas là, certes, mais aussi l'inflation et la dette publique. Et donc, justement, si on regarde la corrélation entre l'inflation, c'est la courbe rouge ici, donc en France, et la courbe bleue, donc la courbe rouge, c'est les taux d'intérêt à 10 ans, et la courbe bleue, c'est évidemment
notamment l'inflation, eh bien on voit qu'on est encore très bas. On pourrait monter à 4,5% de taux d'intérêt à 10 ans sur la dette publique française, donc ce qui va là aussi générer un coût énorme. Et surtout, ça va casser l'activité, parce que si les taux d'intérêt augmentent, il y a moins d'investissement, moins de consommation, donc ça aggrave la récession, donc ça aggrave les déficits et ça aggrave la dette. Et bien sûr, là aussi, vous voyez, si la dette publique augmente, c'est la courbe rouge, eh bien les taux d'intérêt des obligations d'État continuent d'augmenter. L'augmentation des taux d'intérêt que nous avons aujourd'hui est tout à fait logique et elle va évidemment, malheureusement, continuer, même si on voit bien qu'il y a une récession, donc on pourrait se dire on va arrêter de monter les taux d'intérêt sur la Banque centrale européenne, certes, mais la crainte c'est trop d'inflation et parallèlement une dette publique qui continue de flamber, donc on n'est plus crédible. Et donc derrière la BCE qui elle non plus n'est pas très crédible, hein, on l'a vu, on en a parlé la semaine dernière, justement elle nous disait bon, l'inflation vient de nulle part. Là Bruno Le Maire vient d'enfoncer le clou en disant qu'on allait faire une étude dans 6 mois pour savoir d'où vient l'inflation. Non, franchement c'est pas très sérieux. Écoutez notre chaîne YouTube, cher Bruno, ou Madame Lagarde, lisez Reset 2 par exemple, enfin il y en a d'autres, hein, mais on sait bien sûr d'où vient l'inflation, on l'a déjà évoqué, mais ça ce n'est pas supportable. Et donc ça génère une perte de crédibilité, et qui dit perte de crédibilité dit augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État, parce que justement on n'a plus confiance dans ces États, dans malheureusement cette zone euro, et ce qui fait donc monter les taux d'intérêt, et donc ce qui casse l'activité. Donc dernier point, ce qui casse bien sûr l'immobilier. Ça y est, c'est fait, l'immobilier, les prix de l'immobilier commencent à baisser de plus en plus fortement, notamment dans les grandes villes. Alors je vous ai fait un petit graphique des notaires, hein, donc c'est l'indice des notaires qui représente l'évolution des cours de l'immobilier depuis 2005, donc en bas 100 en 2005, vous voyez on a à peu près 65% de hausse. Il y a eu des hauts débats, hein. Souvent on me dit oui mais vous aviez annoncé une baisse des prix de l'immobilier, ben, c'est vrai, par exemple vous voyez ici en 2007-2008 ça a bien baissé, après ça a redémarré, ensuite on a également eu une baisse jusqu'en 2015, comme les taux d'intérêt ont baissé, ben, on a réalimenté la bulle, les prix ont flambé, mais ça y est, la fête est finie, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, hein, parce que ça resolvalise également la demande, donc il ne faut pas non plus dramatiser. Donc là, encore une fois, on a pris les indicateurs des professionnels de l'immobilier. Donc là, c'est l'indice des prix immobiliers, donc meilleur agent, les échos. Hein, donc voilà, c'est au 1er novembre. Donc sur un an, on est à moins 0,5% donc sur un mois à Paris, moins 0,9% sur un an, Lyon moins 0,4%, Bordeaux moins 0,8% sur un mois, moins 0,9% sur un an. Donc ça y est, ça commence à baisser. Et si on regarde d'autres indices, parce qu'il ne faut pas faire de jaloux, par exemple, je dirais les indicateurs d'Orpi ou de Century 21, eh bien ça y est, on nous annonce que le prix du mètre carré, notamment à Paris, qui était quasiment à 11 000 € le mètre carré l'été 2021 et maintenant à moins de 10 000 € le mètre carré, 9 758. Donc ça y est, la baisse est bien là. Ben oui, les arbres ne montent pas au ciel. Alors surtout vous allez me dire, mais pourquoi les prix ont autant augmenté? Ben, c'est très simple, c'est parce que justement les taux d'intérêt ont baissé et donc ce qui a permis d'alimenter cette dynamique. Et là on voit cette corrélation, j'ai fait une nouvelle corrélation entre l'évolution des prix de l'immobilier, c'est donc la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est l'évolution du PIB en valeur, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en France, augmenter de l'inflation. Donc on voit que c'est très bien corrélé, on voit bien si cette baisse de 2008 qui vient se reconnecter à la baisse du PIB. Là, ça n'a pas eu lieu. Vous voyez, on a eu une forte baisse du PIB, ça remonte un petit peu, mais pas suffisamment. Et donc les prix ont continué de flamber. Donc on a cet écart, justement, ce fameux écart de 15 à 20% justement entre l'augmentation des prix des logements et puis l'augmentation de la richesse qu'on crée effectivement en France. Augmenter même de l'inflation, ben voilà, cet écart est toujours là, donc il va se réduire, comme on avait observé, par exemple, lors de la bulle de 84-91. À l'époque aussi, on avait un écart assez grand, donc entre la flambée des prix de l'immobilier et le PIB en valeur, et ensuite, ça s'est reconnecté, on a bien une baisse des prix assez nette, hein. Là c'était beaucoup plus fort que ce qu'on va avoir normalement cette année, mais néanmoins on aura au moins 15 à 20%, d'autant que les ménages se sont énormément endettés, donc se sont très fortement fragilisés. Ce qu'on voit ici, le taux d'endettement des ménages, c'est-à-dire l'encours de l'endettement des ménages au sens large par rapport à leurs revenus disponibles est monté, et bien c'est les chiffres de la Banque de France, hein, tout à fait officiel, 102,4% du revenu disponible brut. Ce qui est important, c'est la tendance. Vous voyez que dans les années 2000, on était à l'époque à 55%. Là, on est à plus de 100%, parce que justement, les taux d'intérêt, c'est la courbe bleue ici, ont baissé. Maintenant que les taux d'intérêt augmentent, on ne peut plus continuer de s'endetter. De plus en plus de dossiers d'endettement sont refusés par les banques, parce que le coût, effectivement, je dirais, du risque a augmenté dans les banques. Alors, on a parlé souvent du fameux taux d'usure, qui a quand même augmenté. Donc là, maintenant, c'est plus tellement un problème lié au taux d'usure, c'est un problème lié au fait que les taux d'intérêt de marché ont augmenté. Et comme les ménages sont fragilisés, que les banques ont également octroyé beaucoup de crédits,
donc le coût du risque pour les banques a augmenté, donc elles réduisent mécaniquement leur offre de crédit, ce qui fait que évidemment il y a moins de demandes de logements, anciens ou neufs d'ailleurs, et donc là on le voit, c'est très net. Je vous ai mis pour ce dernier graphique la corrélation entre les prix des logements, donc on retrouve cette courbe bleue, et la courbe rouge, c'est les taux d'intérêt des obligations d'État, donc le taux d'intérêt des crédits finalement de l'État, mais également pour les ménages. Donc la courbe rouge est en échelle inversée, donc quand la courbe rouge baisse, en fait c'est une hausse des taux d'intérêt, on le voit bien, donc dès que c'est le cas, les prix très vite baissent. Ensuite, à l'inverse, quand le taux d'intérêt baisse, donc la courbe rouge monte, les prix évidemment augmentent. Et là, regardez la descente très nette qui va se produire, c'est-à-dire que comme les taux d'intérêt ont très fortement augmenté, les prix des logements ne peuvent plus tenir, ils vont évidemment baisser au minimum encore de 15% au niveau national, parce qu'il y a encore beaucoup de villes aujourd'hui qui sont un petit peu, je dirais, protégées par la baisse des prix, parce qu'elles n'avaient pas autant augmenté que dans les grandes villes, mais néanmoins là aussi il y a une bulle, et les ménages ne peuvent pas continuer de s'endetter, surtout qu'il y a une récession. Beaucoup de ménages également risquent malheureusement d'avoir des difficultés financières, de tomber au chômage, et donc ils ne pourront pas rembourser leurs endettements, donc ils vont devoir vendre leur appartement, leur maison, ce qui va faire des biens sur le marché, donc ce qui va augmenter l'offre, donc là aussi baisser les prix. Alors la bonne nouvelle, c'est que si les prix baissent, ça va permettre à beaucoup de ménages qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter, mais de pouvoir revenir sur le marché immobilier, ça va resolvabiliser la demande, et donc on va retrouver simplement une reconnexion. Maintenant, c'est vrai que sur le long terme, vous le savez, je l'ai souvent dit, les meilleurs placements, ça reste l'immobilier, les actions avec les dividendes, toujours l'or, une fameuse poire pour la soif, mais globalement, c'est vrai qu'on a cette dynamique de l'immobilier, ça va baisser de 15, peut-être même 20%, mais ça remontera par la suite. Donc pour ceux qui veulent encore acheter, qui sont toujours locataires, ça peut toujours être intéressant, sachant que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc là, c'est vrai que les taux d'intérêt ont déjà augmenté, mais ça va être encore pire demain, ce qui veut dire que si on n'a pas le choix, peut-être acheter maintenant, ou alors attendre 1 ou 2 ans avec la baisse des prix et également la baisse des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt finiront par baisser également d'ici 2 ans. Voilà un petit peu ce qu'on peut conseiller aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, notre douce France est en difficulté, et malheureusement, nos dirigeants ne font pas grand-chose. Évidemment, ils font du saupoudrage, ils prennent des mesures un petit peu artificielles qui vont coûter extrêmement cher, et ils ne nous disent pas forcément la vérité. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de dire la vérité aux Français. On a la chance de vivre en France, qui est un pays formidable, qui a beaucoup de dépenses sociales, 32% de notre PIB contre une moyenne de 20% pour l'OCDE, donc les pays développés. Donc il y a quand même beaucoup de dépenses sociales. La France n'est pas un pays ultra-libéral, loin s'en faut. Le problème, c'est que on ne dit pas la vérité aux Français, donc on n'est finalement pas content malgré nos avantages. Et là, aujourd'hui, on n'a pas seulement des avantages, on a énormément de difficultés. Donc voilà, on va voir 6 à 9 mois compliqués, il faut être honnête. Après, ça ira certainement mieux, mais là, les 6 à 9 mois à venir vont être extrêmement compliqués pour la France, pour la zone euro. Évidemment, on en reparlera. En attendant, portez-vous bien, résistez, gardez effectivement donc la confiance malgré tout, et surtout portez la bonne parole, portez la vérité. C'est pourquoi cette chaîne YouTube fonctionne bien. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître cette chaîne, parce que le but est là, de diffuser la vérité économique. Merci encore, bonne continuation et à très bientôt.